Pour moi, c'est une excellente nouvelle. C'est le sitting qui se termine et on est là pour assister à cet événement, à la réaction de ceux qui ont tenu tête un peu à un gouvernement qui a mis du temps pour comprendre ce qu'il y a à faire, du moins sur le plan politique. Je considère que abandonner les présidentielles prévues par une constitution qui est déclarée caduque par le président par intérim même hier soir et appeler à une constituante, c'est, je pense, la meilleure des possibilités qui s'offrent actuellement. Le point de départ, c'était plutôt de se diriger vers des élections présidentielles. Mais très vite, le sentiment général s'est manifesté de la volonté d'aller plutôt vers une assemblée constituante. Je pense que c'est la conséquence normale de l'acte révolutionnaire. La révolution même, du point de vue du droit, abroge la constitution antérieure et donc il est nécessaire d'établir une nouvelle constitution. On rentre dans une phase, c'est carrément la préparation des élections. Donc c'est très important. Moi personnellement, je vis un moment historique. Nous nous dirigeons vers une nouvelle constitution, une seconde république. Ça. Donc et donc, manifestement, une véritable coupure avec l'ancien régime. Lorsqu'on parle d'assemblée constituante en arabe, on évoque ce qu'on appelle, je peux le dire en arabe, Majlis Sisi. Sisi, c'est-à-dire une assemblée fondatrice qui va créer quelque chose. Donc le choix était en fait dans l'esprit des Tunisiens entre l'ancien et le nouveau. Ils se sont rendus à Palégé, place de la Casbah, enterrer un cadavre, l'ancienne constitution, celle de 59, maintes et maintes fois remaniée par Bourguiba et Ben Ali, les deux derniers présidents de la Tunisie en 60 ans. Le premier, qui se faisait appeler le combattant suprême, avait acquis dans la liesse de l'indépendance tout pouvoir. Le RCD, parti unique de Ben Ali, se coule dans le moule de l'ancien parti et vote de nombreuses lois anticonstitutionnelles, voire scélérates. Ben Ali enfuit, la révolution crée ses propres anticorps et renverse les gouvernements successifs qui ne cèdent pas la place à la souveraineté populaire. Il chasse Ranouchi, ex-premier ministre, ex-ministre au plan, qui a privatisé pour pas cher les secteurs les plus rentables de l'économie et vendu sous forme de miracle la Tunisie aux Tunisiens eux-mêmes. 3 mars, place de la Casbah, la liesse l'emporte, les Tunisiens vont pouvoir élire une assemblée constituante chargée de rédiger une nouvelle constitution. Plus encore que des droits abstraits, mieux qu'une déclaration, il s'agit de renverser la pyramide, de repenser l'architecture des pouvoirs et en finir avec une inégalité sociale criante. Pas de liberté sans droit à l'existence et à la dignité, et que cela soit écrit noir sur blanc. L'Assemblée constituante sera l'affaire de tous. La Tunisie, la mi-temps démocratique, un documentaire de Nejma Bouakra et Vanessa Nedjar. Co-enquête, Sylvain Salzgeber. Je croyais pas que j'étais révolutionnaire, je croyais pas que j'aimais autant la Tunisie. On était en quarantaine. On voyait l'image qu'il voulait qu'on voit. Pourquoi vous pleurez de joie? Bon, c'est l'émotion, c'est parce que ça fait 2 semaines qu'on vit avec eux ici. On leur apporte la nourriture, les couvertures et tout. Et malgré qu'il faisait froid et qu'il pleuvait, ils étaient là. Il y a des gens qui se moquaient d'eux, mais eux, ils résistaient. Ils étaient vraiment forts. On était tous unis. Vraiment, le mot uni, c'est là qu'on peut l'employer vraiment. On est tous des Tunisiens. Avant, on les regardait, ah non, il est du Sud, on veut pas parler avec lui. Lui, il parle je sais pas comment, il mange je sais pas quoi. Maintenant, on est tous unis, on a goûté à leur nourriture, ils nous ont raconté des choses à propos d'eux. Leur condition de vie est vraiment misérable. C'est la peine, c'est la joie. Et maintenant, on les voit partir comme ça. C'est l'émotion, pas plus. Vous avez quel âge? J'ai 16 ans.
Parmi les synonymes de la révolte, parmi les résultats de la révolte, parmi les mécanismes de la révolte, c'est la radicalité. Il faut être radical dans le changement. Il faut un changement de fond en comble, non pas un changement partiel. Ranouchi, il fait partie d'un ancien régime, qu'on le veut ou pas. Donc, si on veut un changement radical, lui, il doit partir. Parce qu'il y a une crise de confiance, on le veut ou pas. Dans une nouvelle phase, il y a eu aussi la nomination de 24 gouverneurs dans les régions, parmi lesquels il y avait 19 gouverneurs RCDistes, c'est-à-dire qui faisaient partie du parti au pouvoir de Ben Ali. Il y a eu une deuxième vague de contestation très large et maintenant, à cette époque, ça s'est passé au niveau des régions. Ils ont chassé tous ces gouverneurs et ils ont obligé le gouvernement provisoire à modifier la liste. Et puis, il y a eu aussi par la suite la troisième vague de contestation carrément contre le gouvernement Ranouchi, exigeant le départ du Premier ministre. Et ça a donné lieu au deuxième sit-in à la Casbah ici. L'œil du peuple est devenu très grand. L'œil du peuple est devenu très contrôlant envers l'existence de ces gens-là aux têtes de la République. On va les contrôler. Moi, je dois être contrôlé dans mon travail. Comme M. Beji Qaïd Sebs, il doit être contrôlé dans son travail à lui. On ne cherche pas le paradis. C'est euphorique de demander que dans notre pays, il n'y aurait pas de corruption, il n'y aurait pas des gens malhonnêtes, mais on cherche à le diminuer le maximum possible. La caravane vient de partir. Oui. J'espère qu'elle reviendra avec de bonnes nouvelles. Ils sont partis aussi pour lutter, combattre dans les régions. C'est encore régional, tout reste à faire. Monsieur, il y a quelques jours, vous étiez à la Casbah et aujourd'hui vous êtes revenu à Svetla. Pourquoi? Je suis revenu à Svetla pour encore sauvegarder la révolution dans ma ville. Il n'y a pas du RCD sauf dans la capitale. Il y a du RCD aussi dans la ville. Il n'y a pas la famille Trabelsi à Tunis seulement, mais dans toute ville de la Tunisie et surtout Svetla. Et c'est pour cette raison qu'on risque aussi dans notre ville que la révolution ne donne pas résultat à ses participants et essentiellement à la population. Moi, ce qui m'a inquiété il y a quelques semaines, c'était effectivement l'effondrement de l'État tunisien. Jawer Ben Barek, professeur de droit à l'université de Tunis. Parce que on a vu en Tunisie émerger des mouvements de masse qui se sont attaqués carrément à la base de la pyramide étatique, c'est-à-dire au niveau des administrations régionales, au niveau des établissements publics. Et il y a eu un nettoyage spontané, mais très violent, de la couche intermédiaire et à la base de la pyramide étatique. Et ça, ça constituait un véritable risque d'effondrement de l'État tunisien. Rida, instituteur. À Svetla, il n'y a pas jusqu'à aujourd'hui, en 2011, il y a des quartiers où on ne trouve pas de l'eau courante, de l'électricité. Il n'y a pas des routes enrobées ou bien des routes aussi. Il y a plus que 15 cafés à Svetla. Plus de 15 cafés? Plus de 15 cafés. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'il y a plusieurs de chômeurs et qui n'ont rien à faire, donc ils se sont dans les cafés, en attendant à ce que le temps passe. Et leur mère qui travaille dans l'agriculture, aussi dans les textiles, dans les sociétés de textiles, parce que ces sociétés sont contemporaines, c'est-à-dire chacune d'elles a comme âge 3 ans au maximum. Elles travaillent comment, ces femmes? Elles travaillent lourdement, c'est-à-dire de 10 à 12 heures.
Ils sont mal payés, puisque leur congé n'est pas payé. Et s'ils sont malades, ils ne sont pas payés. S'ils n'arrivent pas à l'heure, ils ne sont pas payés. Au niveau de chaque entreprise, on trouve pas plus de 50 d'ouvriers. En effet, avant la Révolution, c'est-à-dire avant le 14 janvier, ces entreprises qui révèlent de la loi 72, on dit les entreprises de la loi 72, mais ils profitent d'avantages fiscaux. C'est quoi la loi 72? La loi 72, c'est une loi tunisienne qui encourage la sous-traitance et les étrangers à s'installer en Tunisie et faire des entreprises privées. Ils ont les avantages fiscaux, c'est-à-dire ils ne payent pas le fisc pendant 10 ans dès leur installation. Aussi, ils ne payent pas les charges sociales. Ces entreprises ne participent jamais à l'effort de développement de la ville et même du pays, car ils cherchent le gain, tout simplement le gain. Slim Lagmani. On peut penser à une solution qui serait la solution adoptée par exemple en Italie sur les régions ou même en Espagne sur les régions. On peut prévoir un cadre favorisant les régions défavorisées et on peut parmi les droits énoncés réaffirmer des droits sociaux et économiques. La Constitution pourrait affirmer le droit au travail et les garanties de ce droit, garanties en termes syndicaux, mais également garanties que doit respecter le Code du travail. La Constitution peut également prévoir une action particulière de l'État pour certaines régions. Elle peut prévoir une dotation budgétaire particulière ou elle peut prévoir une exception à l'égalité devant la loi fiscale pour favoriser ces régions. Nous avons aussi des problèmes d'équité fiscale, nous avons aussi des problèmes du rôle de l'impôt. Vous savez, lorsqu'on a une économie libérale, une économie de marché, avec la corruption en plus, tout le jeu est faussé. C'est un système, d'ailleurs, c'est l'une des raisons de cette révolution, c'est que le modèle de développement libéral corrompu, si vous voulez, est arrivé à sa limite. Ici, on a plusieurs devoirs qui révèlent de Ben Ali. Ce n'est pas un devoir logique ou bien un devoir de droit. À savoir, par exemple, participer dans le 26-26. Celui qui ne participe pas dans le 26-26, c'est quoi? Le 26-26 pour tout salarié et toute personne qui donne un taxe ou bien un montant par rapport à son salaire ou bien par rapport à ses revenus pour faire développer les quartiers où il n'y a pas de route, où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas d'eau. Mais réellement, tout ce qu'on a rassemblé du 26-26, depuis sa première année jusqu'à maintenant, arrive dans les comptes de Ben Ali. Ce qui est plus lamentable, c'est celui qui n'arrive pas à payer le 26-26, ils peuvent être arrêtés. Moi, personnellement, je me suis arrêté pendant 3 jours dans le bureau de police à cause du 26-26. Donc les gens en ont eu ras-le-bol des taxes iniques, impartiales. Oui. Par exemple, un agriculteur ne peut avoir la semence que s'il paiera le 26-26. Le chômeur aussi, il va travailler par exemple dans un emploi occasionnel, c'est-à-dire pendant 1 mois, 2 mois. S'il ne paye pas le 26-26 aussi, ils ne peuvent pas avoir ce petit poste, alors qu'il n'en a pas. Que voulez-vous qu'il soit inscrit dans la future Constitution? Un régime politique qui garantit l'équité, qui garantit la liberté,
aussi garantir les droits sociaux, à savoir le droit du travail pour tout citoyen âgé de 18 ans. Vous voulez un droit opposable au travail et qui soit garanti par l'État ? Par l'État. Réellement, notre révolution a été basée essentiellement sur un souci social très fort. Aujourd'hui, les gens se retrouvent au comité de protection de la Révolution. Cette commission commence à travailler et elle va travailler jusqu'à l'élection de l'Assemblée constituante. Nous sommes samedi soir, 18h, dans le comité de protection de la Révolution de Svetla. Une cinquantaine d'hommes sont réunis, une poignée de femmes. Qui sont les gens qui sont là ? Ici, ce sont des gens qui n'ont pas eu d'appartenance à aucun parti politique tunisien, ancien. Voilà. Un autre homme qui posait la question par rapport au conseil existant, l'existence des gens qui ont un passé, entre guillemets, c'est-à-dire appartenance à RCD ou autre chose. Donc, il a une autre personne qui lui demandait allez-y, nommez-les. Le problème des partis politiques à une échelle nationale, il disait c'est vrai que le RCD, donc, il s'est démantelé, mais en fait, il y a plusieurs autres partis politiques qui sont reconstitués, ou bien avec les mêmes personnes, ou bien avec l'aide, voire le financement des anciens du RCD. Alors, lui, il évoquait donc le point de l'action pratique en préparation par rapport à les élections municipales, et il proposait un conseil municipal de jeunes. Un grand pourcentage des marginaux, en fait, sont des gens qui vivent à la campagne. Il disait que ces gens, nous sommes en train de les marginaliser encore une fois. C'est un bon point. Bien dit. Depuis le début, vous participez aux réunions du Conseil de la Révolution. Oui. Dans quelques mois, il y a une nouvelle assemblée constituante, Majlis Tassisi. Qu'est-ce que vous voulez dans cette nouvelle constituante ? Nous voulons que tout le peuple tunisien ait un représentant là-bas. Emna, institutrice. Les jeunes, les chômeurs, les femmes, tous les partis politiques auront des représentants dans ce Majlis. Est-ce que ça vous occupe, ça vous prend beaucoup de temps de participer au comité de protection de la Révolution ? Avant Ben Ali, avant le 14, et tout de suite après le 14, la période de transition, ça a pris beaucoup de temps. On nous dit toujours de participer, de parler aux gens, de leur faire comprendre pourquoi ce changement, pourquoi, où on va aller avec ce changement, où on va aller. Il y a des gens qui ne connaissent pas que c'est un bon pour eux. Ils disent pourquoi, si on restait comme avant, c'est mieux. On est calme, on travaille et c'est tout. Ils ne connaissent pas ce que c'est que dire ce que tu veux, parler avec qui tu veux. Et vous allez voir les gens pour leur en parler ? Je vais essayer. Je ne vous garantis pas. Parce que j'ai beaucoup à faire, j'ai mon travail, j'ai mes enfants. Ce n'est pas facile de consacrer tout le temps à la Révolution. On a fait le grand pas et on laisse. Il y a des gens qui sont qualifiés pour ça. Vous, en tant que femme, est-ce que vous avez envie que des femmes vous représentent ? Bien sûr. Bien sûr. C'est normal. Des femmes qui sont qualifiées, qui peuvent faire ça.
Sana Benachour, présidente de l'association des femmes démocrates. On s'est déjà un peu préparé au niveau de nos revendications pour la Constitution. On voudrait d'abord, on a proposé qu'il y ait dans un premier moment une sorte de déclaration générale de la citoyenneté, des droits pour la citoyenneté. Cette déclaration générale serait comme une charte et comme une norme de référence au sein même de la Constituante, que dans le préambule on rappelle les grands principes pour lesquels on s'est battu, le principe d'égalité entre les sexes, le principe de non-discrimination à l'égard des femmes, le principe de l'intégrité physique et psychologique des femmes, la non-torture, donc un certain nombre de principes qu'on aimerait retrouver dans le préambule parce qu'ils auraient une valeur contraignante. On demande également l'égalité en droit, que ce soit une égalité réelle, comme il existe dans la Convention contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. La parité, par exemple, avec une disposition qui encouragerait les pouvoirs publics à prendre des lois qui favorisent la parité. Au comité de protection de la Révolution, on pouvait compter les femmes sur les doigts d'une main. 3, oui, 3 seulement. Si je vous dis que pendant les manifestations ici à Sbitla, nous étions 4 femmes. 4 femmes dans les manifestations. Moi, Fatma Zohra et la femme que vous venez de voir et une autre femme. C'est tout. Ici, les femmes sont passives. Dans le vrai sens du mot. J'ai des enfants, elles disent que j'ai d'autres choses à faire. Ce n'est pas important pour eux de faire des manifestations ou de... À Kasserine, pas très loin de Svietla, il y a des familles qui sont descendues, des familles entières, je crois. C'est une autre chose. À Kasserine, il y a des morts. Ça fait la différence. Ce n'est pas la même chose. La femme, la sœur, la fille de quelqu'un qui est mort, même la cousine, la voisine, ils sortent. Ils ne pensent à rien. Comment on vous regarde, vous alors? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si vous sortez voir les rives à l'extérieur des villes, à l'extérieur les villageois, et vous allez voir qu'ils vivent la misère. Il y a les filles qui veulent s'habiller, mettre... Je ne sais pas comment ils font ça. Il n'y a personne qui travaille. Aucun argent qui entre dans la famille. Je ne sais pas comment ils vivent. Vous voyez cette herbe-là, on l'appelle du hara. On la récolte et on la mange. Et pourtant, l'emplacement c'est pollué avec de l'eau salée et avec du plastique et avec des déchets de papier. Je vais vous montrer comment l'usine fait sortir ces eaux polluées. Ici, c'est un oued? Oui, c'est un oued, mais on garde les moutons ici. Il ne faut pas jeter l'eau comme ça, polluée. Pendant la nuit, il jette ses eaux dans la nature comme ça. Il y en a 2 usines de papeterie et une usine elle jette ses déchets d'eau et des fibres de papier avec l'eau polluée bien sûr. Et nous, on boit l'eau sortie de la terre à presque 2 ou 3 kilomètres après. À 2 pas de la rivière, on voit également une décharge immense avec du carton toujours et du plastique. Comment est-ce qu'elle est traitée cette décharge? On allume le feu et on partit. C'est tout. Parfois, il reste des semaines à brûler ce plastique jeté dans l'oued. Des semaines. Comment est-ce qu'on récolte des feuilles pour faire du papier? Racontez-moi. Ça fait dur la récolte de papier de Halfa, puisqu'ils sont attachés bien aux terres et il faut une grande force pour les ramasser. C'est une
hard job, puisque pour récolter une centaine de kilos, il faut toute une famille pour faire ça. Quand les familles ramassent le alpha, elles sont payées combien la journée? Ils se payent à 11 dinars pour le 100 kilos. Si on arrache une arbre de halfa dès le racine, on paye une amende de 30 dinars. Pour le 1 hectare, 1500 dinars. Pour 1 hectare de halfa. 1500 dinars. C'est déjà arrivé? Oui, parfois j'ai payé une amende de 200 et 600 et 300 dinars. C'est parce que le halfa doit servir à la papeterie. Oui. Et il est protégé par l'État. Comme ce champ-là, j'ai arraché le halfa et j'ai implanté des pêchers. On gagne plus que le halfa. Les revenus de pêcher sont plus que les revenus de halfa. Les revenus de halfa, oui. C'est ma terre et il y en a des autres gens qui récoltent cette récolte. Nous arrivons à la ferme. C'est mon frère, il s'appelle Wissem, comme le fils de monsieur Rida. Il a quand même participé à la révolution de sa manière. Il nous construire des armes avec les feuilles de half qui jettent des pierres. Ah bon? Tu peux nous construire un? Oui. Tu me montres comment on construit une arme avec du alpha? Oui, ça va. L'alpha, c'est une longue feuille. Hein. Comment la manière de cultiver les grains de alpha. On enroule un bout de bois pour tirer sur la feuille. Oui. Et en fait, la feuille, c'est une longue tige d'herbe qui coupe les mains, un petit peu comme ce qu'on peut voir dans les dunes. Alors, on tresse les feuilles de alpha et ensuite... On jette des pierres avec cette tresse de papier de alpha. Le alpha devient une sorte de fronde. Et on va tourner avec les mains. Il va jeter très loin, après 400-500 mètres. C'était contre qui ces pierres? C'est contre les policiers de Trablsé et de Ben Ali. Oui. Mais ce sont des chiens de Trablsé. Je l'ai dit ça. Vous êtes des chiens de Trablsé. Donc dans la journée, vous partiez vous battre à Sbietla. Pendant la nuit, et non pas pendant la journée, puisqu'on travaille, on a des moutons à garder, on a beaucoup de choses à faire ici. La nuit alors? Oui, en bas la nuit. Oui. Ah, Il est fatigant, je cours toujours derrière les moutons, c'est fatigant. On s'amuse plus pendant la Révolution? Oui. Chacun a créé sa méthode pour participer aux révolutions tunisiennes. Vous, c'est quelle méthode? Jeter des pierres, dire des gros mots aux policiers et le Facebook. C'est la première fois de ma vie que je sentais que je suis utile. Et même j'ai marché des kilomètres à pied pour aller à Tunis, à Al-Khasba, pour la première manifestation. Vous pouvez parler avec M. Habib Ammar. Il est syndicaliste de gauche, révolutionnaire. Est-ce que on reconnaît les syndicalistes révolutionnaires à leur moustache ou... Par les moustaches parce qu'ils sont des staliniens, d'abord. Ensuite parce qu'ils sont des patriotes démocrates. Vous connaissez les patriotes démocrates. Le mouvement patriote démocrate, c'est un mouvement qui travaillait au secret.
clandestinement. Aujourd'hui, ils ont déposé leur dossier pour avoir le visa de travailler librement, pour être un parti légal. Ils n'ont pas reçu l'accord encore. La ville de Gafsa, c'est une ville très pauvre. C'est une ville qui compte plus que 140 000 habitants et qui n'a aucun moyen de vie de l'époque. Ils travaillaient dans la compagnie de phosphate. Ce sont des mines souterraines et à ciel ouvert pour l'extraction du phosphate. Le secrétaire général qui devait défendre ses ouvriers, c'est lui qui menait malheureusement la sous-traitance et c'est lui qui marchandait avec les forces de travail de nos ouvriers. Ça se passait comment? Pour quel salaire? C'est lui qui a fait les premières sociétés de sous-traitance à la compagnie de phosphate au nom de ses enfants, au nom de ses complices. Pour s'enrichir, il a ramassé beaucoup de millions de dinars. Pendant une période, c'était un surveillant au lycée. Aujourd'hui, il possédait beaucoup d'hectares de terres agricoles. Il possédait des voitures, il possédait des sociétés beaucoup de sociétés de sous-traitance. Et il est chassé, depuis la Révolution, il est chassé de l'UJTT. Donc travailler dans une entreprise de sous-traitance dirigée par un membre de l'UJTT, ça veut dire quoi? La compagnie de phosphate paye 930 dinars à monsieur l'entrepreneur qui ne fait passer que 200 à 250 dinars à l'ouvrier. Nous avons un modèle de développement très libéral qui est un peu sauvage, associé à une mafia de corruption qui a complètement faussé les règles du jeu du marché, ce qui fait que maintenant on est devant des défis de justice sociale et surtout plus d'égalité dans la distribution des richesses au niveau des régions. En ce moment, il y a des sit-ins à Gafsa et les gens restent combien de temps dans ces sit-ins? 24 sur 24. Ils restent tout le temps là-bas. On va les voir? Oui, on va les voir. Ce sont des manifestations de chercheurs de travail. Ce sont des diplômés et non diplômés qui cherchent le travail aux sociétés de compagnie Phosphate Gafsa. Qui est juste devant nous, vous êtes devant le siège. Ok. Voilà. Ce que nous demandons, c'est nos droits. Droit du travail, ni plus ni moins. Maintenant que la révolution s'est déroulée ici à Gafsa, à Kasserine, oui, un peu partout. Voilà. Vous voulez être représenté par vous-même? Vous voulez être représenté par qui? Nous voulons présenter par le peuple de Gafsa. On va participer à l'élection. Nous sommes les jeunes diplômés. Nous sommes 80% du peuple tunisien. Mais les politiciens n'ont rien fait tout au long. N'ont pas 23 ans, n'ont pas 50 ans, mais 90 ans, depuis 1920. La Constitution s'occupe non seulement des principes généraux, mais aussi de l'architecture des pouvoirs et des institutions. Donc quand les gens disent qu'ils veulent se débarrasser de l'administration, c'est qu'ils veulent aussi se débarrasser du parti unique. Il y a une confusion totale entre l'administration et le parti unique, et surtout au niveau local et régional. Jawer Ben Barek. En fait, dans la structure politique tunisienne, il y a le président de la République qui nomme son gouvernement, qui exécute la politique du président de la République. Le gouvernement, au niveau régional, si on tombe un tout petit peu au niveau régional, il nomme les gouverneurs. On a aussi les chefs de district qui sont aussi nommés par le pouvoir central et exécute la politique du pouvoir central. Qui fait au niveau local et régional, le citoyen n'a aucun rapport avec les dirigeants des régions et des localités. Il n'y a pas d'instance démocratique. Le grand défi maintenant, c'est de renverser cette pyramide, de la mettre sur sa base et construire une démocratie qui remonte de la base vers le sommet. Simplement, comment redonner du pouvoir aux régions
Et comment éviter finalement le baronnisme des régions et les clans dans les régions également? C'est en fait la proposition que nous faisons, c'est l'élection des conseils locaux et des conseils régionaux. Et son président, qui est le gouverneur, devrait être élu par le conseil régional. C'est ce qui permettrait de créer, même d'une manière très simple, au niveau local et régional, des instances démocratiquement élues, qui permet aussi d'introduire l'idée de la gestion politique des régions et des affaires régionales. En 2008, le bassin minier est la succursale de la Révolution. Près de 6 mois de grève dure. Les militants encourent des peines de 10 ans. Le journaliste Fahim Boukadous, emprisonné pour avoir couvert les événements, est libéré le 19 janvier, juste dans le sillage de la fuite de Ben Ali. L'indépendance de la justice est un défi à la mesure de la Révolution. Maître Cherny. Le gouvernement, l'origine de Ben Ali, pratiquait la politique des vitrines. Mais à l'intérieur du pays, il y a la pauvreté, la misère, mais on interdit même aux gens de protester leur pauvreté, leur misère, leur faim. Là-bas, les gens se sont soulevés. On a arrêté plus de 200 personnes. Les jugements allaient jusqu'à 10 ans de prison. On souffre de la police depuis le régime Bourguiba. Et avec, bien sûr, le régime Ben Ali. Ali Keltoum, avocat. Le problème s'est accentué. La mainmise de la police sur la justice, c'est clair. Je vous donne l'exemple des affaires du bassin minier. On a eu des centaines de jeunes qui ont été jugés. La police avait la mainmise aussi bien au début de l'affaire, c'est-à-dire l'inquisition qui se passait chez eux, qu'après, pendant la phase judiciaire, proprement judiciaire, c'est-à-dire au tribunal. Et on a vu que c'était une mise en scène malheureuse. Ce n'était pas un procès normal, équitable, comme il se doit, comme il est bien sûr prévu dans le code de procédure pénale. Un code qu'on avait presque copié sur le code français en 68. Il a été révisé maintes fois. On a tous les textes nécessaires pour des procès équitables, mais ce sont des textes tombent presque en désuétude, c'est-à-dire non appliqués par les juges. C'est toute une mentalité. Ben Ali n'a pas fait que voler le pays. Il a surtout corrompu la mentalité tunisienne. Et on va essayer de forcer un peu les choses, c'est-à-dire faire l'avocat enquêteur. À l'américaine, presque. Bien sûr, il y a le système accusatoire anglo-saxon, c'est-à-dire là où l'avocat a un rôle prépondérant dans le procès pénal. C'est un avocat enquêteur, c'est lui qui fait l'enquête, c'est lui qui produit les témoins, c'est lui qui engage les experts ou force le tribunal ou le juge à faire certaines expertises pour bien sûr arriver au but prévu. Alors nous, on sera forcé de forcer la main des juges un peu, de les pousser à se libérer et à juger équitablement les gens. Vous connaissez bien les juges vous-même? Bien sûr, moi justement j'en étais un. J'ai fait la magistrature de 1983 jusqu'à 1994. J'ai passé 10 ans en tant que juge et j'ai connu, pendant la période Bourguiba, les affaires du janvier 1984, le soulèvement du pain. Il y avait tout le pays qui s'était soulevé jadis contre le pouvoir. Il y avait des milliers de citoyens jugés. J'ai défendu, en tant que substitut du procureur, j'étais très jeune, j'ai défendu et ils ont eu l'acquittement, et c'était grâce à ma plaidoirie. Ça m'a coûté bien sûr une enquête devant monsieur le ministre de la Justice dans le temps, et j'ai été blâmé pour ça. Et bien sûr, j'ai été muté de Gafsa à Kasserine, là où j'ai passé 3 ans, puis après 3 ans, je suis devenu un juge cantonal à Meknassi. J'ai eu un problème aussi avec le pouvoir, avec le gouverneur de Sidi Bouzid. Après le Meknassi, j'ai été muté, bien sûr, parce que c'est normal. Un juge ne pèse pas lourd devant le gouverneur. Le gouverneur, c'est-à-dire l'équivalent du préfet chez vous. Après ce problème avec le gouverneur de Sidi Bouzid, j'ai été muté à Kéron. J'ai démissionné en 1994. Je suis devenu, depuis lors, avocat. Un certain nombre de lois vont être révisées dans la prochaine constitution.
Quelles sont pour vous les plus importantes à réviser? En matière de liberté et de droit, il y a le code de la presse. Ce code qui contient dans la moitié de ses articles des délits, qui ne parle que de délits et de peines de prison et d'amende contre les journalistes. Nous avons aussi le code sur la loi sur les partis politiques, sur les associations. On commente même une anecdote. On dit en Tunisie que le ministre de l'Intérieur est le secrétaire général de toutes les associations et de tous les partis politiques. Sur la question de la présomption d'innocence aussi, j'imagine qu'il y a de grands chamboulements à venir. Oui, bien que la constitution tunisienne énonce cette présomption d'innocence, mais dans la pratique, cette présomption n'est pas respectée, ce principe n'est pas respecté. L'exemple le plus flagrant, c'est la loi contre le terrorisme qui abolit entièrement cette présomption. Quel type d'institution de contrôle il faudrait établir? Écoutez, tout dépend de la volonté politique. Les institutions du Verger disaient les ans passent et les institutions demeurent. Les institutions, on les avait. Mais leur fiabilité dépend des hommes qui font fonctionner ces institutions. On a un Conseil d'État, on a une Cour des comptes. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, la Cour des comptes? Rien. Le tribunal administratif, c'est maintenant que c'est devenu opérationnel. Le Conseil constitutionnel existait déjà du temps de Ben Ali. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Nous avons un contrôle a priori, ce qu'on appelle le contrôle a priori de la constitutionnalité de loi. Mais est-ce que réellement ce Conseil fonctionnait? J'en doute. C'est nous, les Tunisiens, c'est le peuple qui va contrôler. Le meilleur contrôle de ces institutions qui vont naître, qui vont découler de la nouvelle conscience, de cette nouvelle République, cette deuxième République, dépendra de la volonté du peuple. Bourguiba, le grand réformateur, leva en plein mois de Ramadan son verre de vin à la santé des Tunisiens. Il provoque stupeur et effroi chez les croyants. La Tunisie, premier pays arabe à se doter d'une constitution dès 1861, n'a jamais écarté l'islam comme source du droit, mais sans jamais se servir du texte islamique à la lettre. Bourguiba abolit la répudiation et la polygamie. À l'aube de la nouvelle République, le choix des Tunisiens semble indécis. L'islam sera-t-il un simple ingrédient culturel parmi tant d'autres ou une source intrinsèque du droit? C'est vraiment l'évangile. Vous avez l'évangile, nous avons le Coran. Alors l'article 1, il pose un grand problème. Parce qu'il est sujet à interprétations différentes. Lorsqu'il parle de la Tunisie comme étant un État, la Tunisie est un État libre, indépendant dans la religion et l'islam, l'interprétation ou l'ambiguïté, c'est qu'on ne sait pas l'islam, c'est la religion de la Tunisie. Il s'agit d'un constat sociologique que le peuple tunisien est majoritairement musulman, ou l'islam est la religion de l'État. Durant 50 ans, on a eu cet article, il y a eu une interprétation régalienne et autoritaire de l'article 1, parce que Bourguiba et puis Ben Ali par la suite ont interprété cet article dans le sens où l'islam est la religion de la Tunisie et non pas la religion de l'État. Une force politique différente au sommet de l'État peut aussi interpréter différemment l'article 1, et là on entre dans une phase nouvelle où la religion ou l'islam serait la religion de l'État et non plus seulement de la Tunisie. Ça serait la fin du caractère civil de l'État et on est dans l'État religieux. Ce n'est pas très important. On a enlevé l'important. C'est que dans la religion musulmane, l'homme peut se marier avec 4 femmes. On a enlevé ça. C'est ça l'essentiel. Sauf qu'en même temps, l'autonomie financière, c'est important. Oui, moi je reçois le 1/3. Mon mari reçoit le 2/3 de son père. Alors c'est équilibré. Ouais. On ne peut pas changer ce loi parce que le premier, on est musulman. Et dans le Coran, il n'y a que
c'est inscrit intégralement que l'homme reçoit 2 parts et la femme 1 part. On ne peut pas changer ça. On milite qu'on soit un jour égal, je serai égal à l'homme pour l'héritage, oui. Même avant de mourir, je vais écrire à ma fille de partager les 2 frères. Sana Benachour. Concernant l'autorité parentale, vous savez qu'en Tunisie, l'époux, le mari est toujours chef de famille, et donc il serait bon par la suite, une fois qu'on aura mis nos institutions, donc pour reprendre au sein d'un parlement ou d'une assemblée législative la révision du code, qu'il soit révisé donc cette disposition sur l'époux chef de famille, sur l'héritage, pour introduire l'égalité dans l'héritage, pour reconnaître les mères célibataires. Et ça fait des milliers d'années que les femmes sont exclues du patrimoine. Peut-être qu'on donne aux femmes ce que les juristes appellent les biens fongibles. On leur donne les bijoux, et puis c'est souvent du vivant des parents. Mais elles ont, la plupart du temps, les femmes sont exclues du patrimoine. Aujourd'hui, plein de forces politiques n'arrivent pas à coincer, si vous voulez, Nahda sur son programme. Bien évidemment, je pense que le truc ou le point le plus important, c'est la question des sources formelles du droit. Nahda, elle veut un article précis dans la Constitution et elle est prête à faire des concessions énormes sur tous les autres sujets. Seulement, il y a une question fondamentale, c'est la question des sources de droit. Elle veut introduire la charia comme source formelle du droit, et c'est à ce moment-là qu'elle a la clé de la politique de l'État et mettre la formule suivante: la charia est une source fondamentale du droit. Nous ne provoquons jamais les Tunisiens, nous voulons qu'ils soient sereins dans leur identité, de la façon qu'ils croient Ali El-Rayed, parti Nahda, en tant que question divine, et qui elle incarne la justice plus que toute autre formule. Donc nous n'allons pas forcer les Tunisiens ou les provoquer. Quelles sont vos sources du droit? Voulez-vous vous appuyer sur un droit civil ou sur un droit religieux? Je vous comprends. Vous savez que dans toutes les sociétés presque, les questions du statut personnel, les questions de divorce, de mariage, les morts, comment on les défunt, etc. Toute cette question, dans toutes les sociétés, elle est très liée à leurs croyances et à leurs habitudes et à leurs mœurs. Nous respectons les Tunisiens dans leurs croyances, dans leurs mœurs et dans leurs traditions. Une opposition nette et tranchée sur des questions fondamentales pour être source de blocage. Et, par exemple, une opposition sur l'article 1er de la Constitution. Est-ce qu'on va garder l'article actuel qui dit que la Tunisie est un État indépendant dont la langue est l'arabe et la religion est l'islam? Est-ce qu'on va garder cet article ou bien va-t-on aller au-delà de cet article vers la laïcité ou au-delà de cet article vers un État confessionnel? Voilà un gros problème qui va se poser. Mais je pense qu'on pourra trouver, je suis confiant, on pourra trouver une voie médiane sur cette question. Également un blocage sur le régime politique. Est-ce que c'est un régime parlementaire? Est-ce que c'est un régime présidentiel? Il peut y avoir des oppositions très tranchées sur ces... On espère qu'arrivé à la Constituante, il n'y aura pas cette opposition tranchée sur ces questions-là. En tout cas, il faudrait que ces dispositions soient adoptées à une majorité qui donne à ces choix une légitimité. C'est-à-dire une majorité qui soit supérieure aux 50% plus une voix. Il ne s'agit pas ici de voter une loi, il s'agit d'adopter une constitution. Si on était sûr de l'issue, ça ne serait plus une démocratie. Nous ne sommes plus dans la quiétude des choix déjà faits ou des options arrêtées avant que le peuple ne donne son avis ou ne dise son mot sur ces questions. Oui, il y a des incertitudes, il y a de l'angoisse, et il y a également de l'espoir, et c'est le lot de toute expérience démocratique. Bien entendu, l'Assemblée consciente sera certainement élue par le peuple.
ce peuple qui aura élu cette assemblée, il aura donné mandat à ses représentants pour manifester sa souveraineté, son choix. Personne ne pourra prédire quel genre de régime on choisira. Mais, si vous me posez la question pour mon choix à moi, j'opterai pour un régime parlementaire. Et pour l'unique et la seule raison, c'est éviter un pouvoir personnel. Parce qu'un régime présidentiel, il est le plus à même à donner naissance à un régime pseudo-présidentiel et par la suite présidentialiste. On n'est pas encore très initié à la démocratie comme en France pour pouvoir avoir un régime présidentiel et le rectifier un peu à la française et donner un exécutif à deux pôles, à savoir le président de la République et un chef de gouvernement. Pour nous, on n'en est pas encore là. Donc un régime parlementaire serait le bon choix. Il provoquerait certainement une certaine instabilité gouvernementale. Mais on a besoin, à mon sens, justement d'une certaine instabilité pour s'initier à la démocratie. Merci à tous les intervenants et aux complices de ce documentaire, la Yousfi, Sylvain Salzgeber, Nawel Gafsia. Mixage Claude Niort. Attaché d'émission Laurelène Plancher, Christine Gage. La Tunisie, la mi-temps démocratique. Un documentaire de Nejma Bouakra et Vanessa Nadjar. Jaouer Benembarek, vous m'avez donné rendez-vous ici sur la place. Qu'est-ce qui a changé? Ça a été repeint. En fait, on ne reconnaît pas les lieux maintenant, c'est propre. Il y a quelques jours, il y avait plein de jeunes ici. Il y avait un sit-in, il y avait des milliers de personnes, il y avait plein d'ambiance. C'était festif, c'était des chants, des slogans et c'était agréable. À ma gauche, maintenant, il y a le Premier ministère qui, il y a quelques jours, était rebaptisé ministère du Peuple. Maintenant, il retrouve son nom initial. À ma gauche, il y a le ministère des Finances. Et c'est vrai que tout a été repeint. C'est dommage que tout a été repeint parce que, à leur départ, les manifestants ont un peu revendiqué que même une petite partie de la place, des slogans qui étaient marqués sur les murs, soit gardée pour l'histoire. Ça n'a pas été fait, dommage. On ne pourra pas garder, comme pour le mur de Berlin, quelques morceaux de ministère. C'était exactement dans ces mots que la revendication a été formulée. Ils ont demandé, comme pour le mur de Berlin, qu'une partie soit sauvegardée pour l'histoire. Dommage que ça n'a pas été fait.